Bonjour Alain Allemand. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous venez de publier L'homme qui dépeuplait les collines. C'est chez Jean-Claude Lattès. Il est écrit alors roman sur la page d'ouverture, mais est-ce vraiment un roman? C'est absolument un roman. C'est absolument un roman. Vous allez vivre de grandes aventures, de belles histoires d'amour. Vous allez vivre une aventure passionnée, mais qui est une partie de la réalité qui, je trouve, n'a jamais été mise en valeur. Vous vivez, comme moi, depuis 5, 6, 7 ans, au rythme des leaks, des grandes fuites de données. Alors, on explique comment se font ces révélations de presse. Ce qu'on n'explique pas, c'est la dynamique des rédactions, des hommes, des femmes qui sont passionnés, qui se trouvent derrière. Et derrière eux, il y a des histoires, il y a du roman. Et cette dynamique, vous la connaissez bien parce que vous êtes avant tout ce qu'on appelle justement un journaliste d'investigation. Vous avez notamment enquêté sur les sectes, sur la mafia russe, sur le trafic mondial de cigarettes, sur la cocaïne en Colombie ou sur les trafiquants d'armes et les sociétés militaires privées. Vous êtes aussi un membre éminent, vous étiez du Consortium international des journalistes d'investigation. C'est ce réseau de journalistes qui ont enquêté justement sur les fuites de documents, ces fameux leaks à répétition ces dernières années, les LuxLeaks, les SwissLeaks, les Panama Papers, les Football Leaks, il y en a encore d'autres. Et est-ce que certaines des révélations sur cette face cachée du monde, sur la corruption, sur les trafics en tout genre qui font le cœur de votre livre, est-ce que ça vous a servi pour vous inspirer? Mais bien sûr, quand il faut raconter comment, par exemple, le Congo vend 2 fois un même terrain pétrolier, voilà, ça c'est quelque chose que vous allez retrouver. C'est les grands reportages. Moi, j'ai 30 ans de grands reportages, donc je me nourris de ce genre de choses, évidemment. Ouais. Et ce qui me semblait intéressant, c'est aussi de montrer la fragilité de tout ça. On montre nos muscles en tant que journaliste d'enquête avec ces leaks, on se croit extrêmement puissant, on est dans la révélation, et ce sont des révélations très intéressantes, mais et si quelqu'un un jour essayait de nous intoxiquer, de nous filer une fuite qui aurait été frelatée? C'est l'hypothèse de départ. Ouais. À partir de ce moment-là, comment est-ce que nous aurions l'intelligence pour trouver cet élément incongru, cette fuite frelatée? On va en reparler de ça, justement de l'origine, des origines de la fuite. Mais au départ du livre, il y a la réception de plus de 60 millions de documents secrets, une énorme leaks en provenance d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils révèlent au fur et à mesure, ces documents ? Il révèle une corruption probable, possible, de ce qu'on a appelé à une certaine époque la France-Afrique, de ce qu'on a appelé la Belgique post-coloniale. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous essayez de voir le rapport entre l'Europe et l'Afrique, souvent, vous restez avec des idées anciennes. Les Panama Papers, les Paradise Papers ont amené quelque chose de nouveau dans notre compréhension, dans la manière dont les flux d'argent sale s'interpénètrent, dont les intérêts se sont développés. Nous ne sommes plus les seuls à piller l'Afrique. L'Afrique se pille elle-même, et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est un argument romanesque que je voulais également servir. Alors, dans ce livre, il y a un homme, l'homme du titre, qui dépeuplait les collines. C'est un Belge qui fait le tour de tous les villages, de toutes les collines des 2 Kivu, comme vous l'écrivez. Pourquoi faire ? Écoutez, à un certain moment, à la fois l'Europe a envie d'enfants et l'Afrique a envie de mettre ses enfants en sécurité. Et tout commence par un quiproquo. Tout commence par une sorte de pacte avec le diable dans lequel les mères du Congo et du Burundi sont malheureusement les victimes parce qu'on va les tromper, parce qu'elles vont y perdre leurs enfants. Et donc moi, en tant que journaliste, oui, j'ai été dans des collines du nord du Burundi, à la frontière avec le Kivu. Avec justement le Kivu, j'ai vu des collines où il n'y avait plus d'enfants. Vous arrivez en tant que grand reporter, vous arrivez dans un village, il n'y a plus d'enfants. Et vous vous dites, tiens, où sont passés les enfants? Alors évidemment, 20 ans plus tard, vous ressortez cela dans un roman. Ouais. Et combien vaut un enfant congolais? 15 000 $. 15 000 $, c'est toujours le prix. Mais ça, c'est un prix relativement fixe, que ce soit au Congo, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Chine. C'est toujours ce que vous allez payer. Oui, ce trafic qui est au cœur de votre livre, c'est un trafic bien réel, qui n'est pas une invention de romancier, et c'est un trafic qui continue encore aujourd'hui. Absolument, absolument. Donc, je pense que la véritable honnêteté d'un romancier, vous pouvez tout inventer, mais il faut que votre invention romanesque soit le reflet de la vie telle que vous la connaissez. C'est ça la force du journaliste romancier, c'est de dire, moi je sais que je ne vous emmène pas dans un monde de pur délire, je vous emmène sous forme romanesque dans le monde tel qu'il existe. Qui organise ces trafics ?
Mais les parents, ils sont une source d'argent. À partir du moment où vous êtes prêt à payer pour avoir des enfants, vous êtes sans doute prêt aussi à payer des intermédiaires. Et ces intermédiaires se valorisent parce qu'à partir du moment où ils peuvent dire à des familles sur place, nous allons mettre vos enfants dans les universités. Vous allez les revoir à 18 ans. Ils vont vous revenir, ils seront éduqués. À partir de ce moment-là, comprenez que vous pouvez séduire. Ce qui est un leurre. Ce qui est un leurre, absolument. Les enfants ne reviennent pas. Vous savez que dans des pays comme la France, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, ce sont ce qu'on appelle des adoptions plénières. Ouais. Donc on coupe le lien avec la famille biologique, ce qui est absolument ahurissant. Et ce sont des proies idéales, puisque ces enfants, vous en parlez bien dans le livre, sont souvent ce qu'on appelle des creuseurs. C'est-à-dire des enfants qui travaillent comme on peut dire des esclaves, hein, notamment dans des mines d'or ou des mines de diamants. C'est une des autres particularités de cette jeunesse, et si elle veut s'en sortir, elle peut entrer dans des mines d'or clandestines. Et donc vous avez des creuseurs. C'est un des autres fils narratifs développés par le roman. Vous avez ces enfants que j'ai vus, moi, dans des mines à ciel ouvert, où ils payent l'un des leurs pour être le disc-jockey de la journée. Le disc-jockey met de la musique afro à fond de balle sous le soleil, et vous avez ces jeunes qui sont en train de retourner la terre pour trouver les pépites d'or. Et c'est leur vie. Vous le racontez dans le livre, cette scène-là. Absolument. Ouais. Je voudrais lire un court extrait. Vous dites: l'Occident voulait sauver les enfants de guerre, au pluriel, qu'il avait lui-même déclenché pour s'enrichir. Il aurait voulu rire du droit à l'enfant que les couples blancs s'inventaient, alors que les gamins, comme leurs parents, n'avaient même pas eu droit à une vie. L'Europe pillait à la fois les mines et les mineurs d'âge avec la complicité de l'élite africaine. C'est un peu le résumé du livre. C'est un peu aussi le résumé de mon expérience de journaliste. Et quand vous êtes, en tant que romancier, en train d'essayer de retraduire cette formidable épopée qu'est l'Afrique actuelle, vous ne pouvez que parler de cela. Alors ce livre se passe évidemment au Congo, en RDC, au Kivu, en Serbie. D'ailleurs, pourquoi en Serbie? Parce que je pense que c'est le hacker qui vous donne au départ les leaks. Il est basé à Belgrade. Voilà, donc j'ai fait un petit détour par la Serbie parce que la Serbie est un pays que j'ai couvert en temps de guerre aussi. C'est un pays qui me parle. C'est un pays qui aujourd'hui est absolument torturé, vous le savez, qui est au port de l'Europe avec une culture très forte. Que l'on peut absolument respecter, mais qui est aussi fauteuse de troubles importantes. Et je voulais le retransmettre voilà, de manière romanesque. Comment se fait-il que nous avons là un pays qui est un véritable défi pour l'ordre européen? Alors, ça se passe donc aussi en Belgique. Est-ce qu'on peut dire que la Belgique est une plaque tournante de ce trafic d'adoption encore aujourd'hui? Non, c'était l'Afrique est une plaque tournante, certainement, et à partir de l'Afrique, vous remontez vers les anciennes colonies. Donc vous remontez forcément vers l'Allemagne, vers la France, vers toute une série de pays qui ont eu un lien évident avec l'Afrique. Dire que c'est une plaque tournante, je pense qu'il y a des personnes qui sont elles-mêmes des plaques tournantes. Montrer du doigt un pays, je pense que ce ne serait pas honnête. En quoi le président Kabila, qui est plusieurs fois cité dans le livre, est impliqué dans ce trafic? Il n'est pas du tout impliqué dans les trafics d'enfants. Il est impliqué, il a été dénoncé par les Nations Unies, comme vous le savez, pour des opérations offshore. Et c'est là que c'était très intéressant pour moi de montrer où est cet argent offshore africain, parce qu'il y a donc ce pillage de l'Afrique par l'Afrique qui est une des thématiques importantes à développer. L'homme qui dépeuplait les collines, ça révèle en réalité un nouveau scandale. C'est ce que vous appelez les Afroleaks. Il y a eu, vous le savez, les Luanda Leaks, il y a quelques semaines, qui ont été développés en France et en Belgique. Je connaissais les documents. Je connaissais les documents, puisqu'ils circulent depuis 2-3 ans maintenant. Ils ne sont pas tout à fait récents. Et donc, c'est vrai que c'est une source d'inspiration. De dire, tiens, il y a quand même des fortunes africaines extrêmement dérangeantes. Je trouve qu'il est un peu facile de regarder les choses avec simplement l'éclairage que nous a légué Tintin au Congo. Et aujourd'hui, en 2020, c'est aussi intéressant de se dire, tiens, lorsqu'on parle de corruption de l'Afrique, lorsqu'on parle de cette corruption conjointe de l'Europe et de l'Afrique, comment est-ce qu'on peut en parler? Quels sont les nouveaux termes? Aujourd'hui, Alain Allemand, il y a de moins en moins de journalistes d'investigation comme vous, ceux qui creusent les dossiers, ceux qui se donnent du temps, et pourtant on a l'impression qu'on en aurait besoin plus que jamais. Je pense que, par exemple, en France, par exemple, vous avez eu un réveil de l'investigation en Suisse ces dernières années avec la Tribune de Genève, avec le Tages-Anzeiger. Vous avez une incroyable effervescence en France avec Mediapart, avec Le Monde, avec France 2. Nous, en Belgique, on se porte très bien avec le Standard, avec Le Soir. Non, je dirais, évidemment, c'est un journalisme
très compliqué au niveau financier. Mais quelle vitalité! Et c'est cette vitalité qui me semble être romanesque. Oui. Dans la vraie vie, quand on reçoit des millions de documents, c'est un travail de titan, j'imagine, pour les C'est décrypter. un travail de fou. Je commence par évoquer les burn-out à répétition de la profession. Ça, c'est une réalité. Quand vous avez une petite dizaine de Bibles et de Corans à assimiler, où chacun doit véritablement se griller les neurones à 15 heures par jour pendant 18 mois, comme ce fut le cas des Panama Papers, vous sortez de là comme un zombie. Merci Alain Lallemand. Cette immersion dans l'Afrique des Grands Lacs entre secret d'État et trafic d'adoption, l'homme qui dépeuplait les collines chez Jean-Claude Lattès. Merci d'être venu en parler dans le 60. Merci à vous. Alors on va continuer avec Sylvia Garcia qui va nous rejoindre dans un